Bonjour, je m'appelle Stéphanie. Dans la vie, je suis une passionnée de nature en ville et je travaille comme chargée de projet en éducation relative à l'environnement pour l'organisme Versité qui œuvre principalement dans les arrondissements de Saint-Laurent et de Pierrefonds-Roxboro. Aujourd'hui, je suis vraiment contente de vous entretenir d'un sujet qui me tient vraiment à cœur et j'ai nommé la biodiversité urbaine, donc toute la diversité insoupçonnée des formes de vie qu'on retrouve en ville. Ce qu'on va voir ensemble, on va faire un petit retour sur ce qu'est la biodiversité, quel est son rôle et pourquoi c'est important parfois de lui donner un petit coup de pouce. Et ensuite, on va voir des trucs pratiques pour attirer à la maison, dans nos jardins, dans nos potagers, que ce soit sur un balcon ou en pleine terre, deux types d'animaux qu'on retrouve en ville, soit les insectes et les arthropodes et les oiseaux. En route, commençons tout de suite avec la biodiversité. Qu'est-ce que c'est? Biodiversité, c'est formé de deux mots. C'est formé du mot bio qui veut dire vie et diversité. Et quand on les met ensemble, ce qu'on obtient, c'est la diversité des différentes formes de vie, tant végétale qu'animale, qu'on va retrouver dans un lieu. Comme par exemple, ça pourrait être la biodiversité d'un pays, comme le Canada, la biodiversité de la planète Terre ou d'une région. Mais ça peut être aussi la biodiversité d'une ville. C'est ce qu'on appelle la biodiversité urbaine. Et dans l'écosystème urbain, chaque espèce vivante a son rôle à jouer. On peut penser par exemple aux arbres qui nous donnent de l'ombre ou qui créent des habitats, des cachettes pour les animaux. Sinon, on peut penser à certains animaux qui sont des prédateurs, donc qui en mangent d'autres, qui pourraient causer des problèmes s'ils se retrouvaient en trop grande quantité. Donc, chacun des êtres vivants qu'on retrouve en ville a son rôle à jouer et son importance ici à nos côtés. En ville, le problème, c'est que souvent, on va trouver des secteurs qui sont peu diversifiés. Donc, des endroits où on va retrouver seulement un seul type d'aménagement, beaucoup d'asphalte, beaucoup de béton. Et parfois, ça peut être difficile pour les animaux de trouver tout ce dont ils ont besoin sans devoir parcourir de grandes distances. Et c'est pour ça qu'on va vouloir essayer de les aider en leur créant des habitats, donc des endroits où ils vont pouvoir trouver nourriture et abri dans un lieu quand même petit, donc pour leur éviter de devoir dépenser beaucoup d'énergie à se déplacer pour combler leurs besoins. Et ça peut être fait facilement à la maison, dans un jardin, dans des plates-bandes, dans des bacs, sur un balcon. Bref, partout où il y a de la terre puis l'envie de cultiver, ça peut être facile d'aider la biodiversité en lui donnant un petit coup de pouce. Donc, en gros, les grandes lignes, si on veut pouvoir jardiner pour aider la biodiversité. Premièrement, il faut offrir de la nourriture. C'est ce qu'on veut. Et quand on parle de sources de nourriture, souvent, ça va être des plantes au jardin. Et on veut choisir des plantes qu'on dit indigènes. Des plantes indigènes, ça veut dire des plantes qui viennent d'ici, du Québec. Et pourquoi c'est important? C'est parce que les animaux ont appris à les reconnaître. Ça fait très longtemps qu'ils évoluent ensemble, ces plantes-là et les animaux. Donc, ils savent les reconnaître. Ils ont l'habitude d'aller se nourrir dans ces plantes-là. Et donc, en cultivant des plantes indigènes, ça nous permet plus facilement d'attirer des animaux à notre jardin qui vont venir s'y nourrir. Il faut aussi choisir des plantes issues de l'agriculture biologique, autant les plantules que les semences que vous achetez. C'est important de vous assurer qu'ils ont été entretenus sans pesticides ou engrais chimiques parce qu'on ne veut pas nuire à la santé des animaux qui vont venir visiter notre jardin. Aussi, quand on plante les végétaux, c'est bien de faire des talles, des massifs, donc toutes des endroits où il va y avoir une seule sorte de végétaux en grande quantité. Comme ça, c'est plus facile, par exemple, pour un oiseau qui vole ou un insecte qui vole de reconnaître, de repérer la plante s'il y a un gros massif de cette plante-là versus s'il y a plusieurs petites plantes cachées au travers les unes des autres, toutes mélangées. Donc, en faisant des talles, des massifs de plantes, c'est plus facile pour les animaux de repérer les plantes et de venir dans notre jardin. Il faut aussi avoir des sources de nourriture diversifiées. Ce qu'on veut dire par là, c'est que c'est un peu comme nous. Si un humain ne mange qu'une seule chose, un seul aliment tout le temps, c'est sûr qu'il va avoir des carences. C'est la même chose pour les animaux. Donc, ils doivent avoir plusieurs sources de nourriture diversifiées. Donc, au jardin, ce qu'on va vouloir, c'est avoir plusieurs plantes différentes pour les attirer, pour les nourrir. Donc, comme ça va leur permettre de trouver tous les nutriments, tout ce dont ils ont besoin au même endroit sans devoir se déplacer. Aussi, c'est bien d'assurer des sources de nourriture constamment tout au long de la belle saison. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est d'avoir des floraisons qui commencent au printemps puis qui se terminent à l'automne. Même chose pour les fruits, d'essayer d'avoir des plantes qui vont produire des fruits à différents moments dans la saison.
pour que les animaux puissent prendre l'habitude de venir à votre jardin et revenir. Et comme ça, vous allez devenir une source fiable de nourriture pour les animaux de la ville. C'est important aussi d'entretenir son jardin de façon écologique. Si on veut assurer la santé des visiteurs qui vont venir dans notre jardin, on veut éviter tout ce qui est engrais chimiques et pesticides. C'est certain que pendant la saison, il va falloir engraisser notre jardin, lui donner de l'engrais. Donc, on suggère d'utiliser, par exemple, du compost, des engrais d'algues ou des purins pour pouvoir entretenir vos plantes. Si jamais vous avez des problèmes avec des maladies ou des insectes ravageurs, ça va être de choisir des modes de lutte qui ont le plus faible impact possible sur les animaux, sur la diversité du jardin. Donc, de trouver des insecticides écologiques ou des insecticides de maison et de faire attention de n'appliquer seulement les produits que sur les plantes qui sont atteintes pour éviter de tuer par accident des organismes qui seraient dans votre jardin. C'est aussi important de fournir des abris aux insectes. En ce qui concerne les abris, ça peut être assez simple, en fait. Pour les insectes, laisser des tas de branches par terre, laisser des feuilles mortes au sol, ça peut être suffisant pour qu'ils puissent trouver un endroit pour s'abriter. Pour les oiseaux qui aiment se percher, des arbres avec des branches à différentes hauteurs, des buissons denses pour se cacher, peuvent servir très facilement d'abri dans votre jardin. Maintenant, si on regarde un peu les visiteurs de notre jardin, si on commence par les insectes, on les connaît quand même bien. C'est des petites bêtes à 6 pattes. Parfois, elles nous font peur, ces bêtes-là, à cause de leur apparence, parce qu'on est un peu méfiant. Mais ils ont un rôle très important à jouer, que ce soit au jardin ou dans la nature. Les insectes font partie de la grande famille des arthropodes, qui regroupe aussi d'autres organismes qui ont plus de 6 pattes, comme par exemple l'araignée qui en a 8, le mille-pattes qui en a moins que 1000, mais beaucoup plus que 6, et les cloportes, pour ne nommer que ceux-là. Et ils sont tous très importants, ils ont un rôle à jouer dans notre jardin, comme par exemple les insectes vont venir polliniser les plantes. Donc en se promenant de fleur en fleur, ils vont permettre aux plantes de produire des graines et des fruits, bien sûr, fruits que nous, on va pouvoir récolter et qui vont constituer, dans le fond, notre récolte de l'été. Donc c'est quand même bien d'avoir les insectes au jardin puisqu'ils nous permettent d'avoir des meilleures récoltes. Il y a aussi d'autres organismes qui vont décomposer, comme le mille-pattes justement et le cloporte. Ils vont se nourrir de la matière morte au sol pour la transformer en compost et donc engraisser notre jardin sans qu'on ait rien à faire. Donc, on veut les attirer au jardin et il ne faut pas avoir peur quand on les voit. Leur présence est bénéfique. Au potager, on peut choisir, si on veut attirer par exemple des pollinisateurs, de laisser monter certaines fines herbes en fleurs. Comme on veut aussi avoir une récolte d'herbes, on peut laisser monter seulement une partie du plant ou un plant en fleurs pour les insectes et récolter les herbes dans les autres plants. Les fines herbes comme par exemple la sauge, la ciboulette, la menthe ou la gastache vont faire des belles fleurs qui sont le fun à observer, mais aussi qui contiennent beaucoup de nectar, qui est le jus sucré là, que les pollinisateurs viennent chercher dans les fleurs et qui vont attirer toute une foule d'insectes bénéfiques dans votre jardin, dont le bourdon qui raffole des fleurs d'agastache. Ce qui est le fun avec les bourdons, c'est qu'ils sont faciles à observer. C'est quand même des insectes de grande taille. Ils font aussi un peu de bruit, donc on peut les repérer à l'œil et à l'oreille. Le bourdon est un insecte facile à reconnaître. C'est un insecte au corps trapu, velu, de couleur jaune et noire, avec des bandes rouges et oranges parfois sur le corps. Et il est facile à observer, il est assez gros, on le voit bien dans les fleurs, et ayez pas peur, si vous vous tenez quand même à distance, et si vous le dérangez pas, si vous le touchez pas, ou si vous l'écrasez pas dans vos mains, il va faire sa petite affaire, il va butiner vos fleurs, et pourquoi pas peut-être s'arrêter entre 2 fleurs d'agastache dans vos plants de tomates ou d'aubergines pour polliniser les fleurs et vous permettre d'avoir une belle récolte. Aussi au potager, on peut choisir de mélanger couleurs et saveurs. Dans le fond, on peut choisir de mélanger à travers nos plantes potagères des fleurs pour pouvoir attirer justement les insectes pollinisateurs encore. Et pourquoi ne pas choisir des fleurs qui sont aussi comestibles pour les humains? Il y a beaucoup de plantes mellifères, donc qui attirent les insectes, qui sont aussi comestibles pour nous. Donc, vous pouvez faire votre choix en regardant des listes que vous allez voir sur les sites web ou aller en centre jardin pour poser des questions. Parmi les plantes qu'on vous conseille, la monarde et la bourrache sont 2 fleurs qui attirent très bien les pollinisateurs et qui peuvent être consommées fraîches ou séchées en tisane.
C'est aussi le cas de certaines fleurs indigènes, comme par exemple la verge d'or du Canada ou l'achillée millefeuille. Ces plantes-là, si on les fait sécher, nous, on peut faire facilement de la tisane avec ça et ça va attirer les insectes. C'est les fleurs un peu comme l'achillée ou la verge d'or. C'est des fleurs qui sont composées de plusieurs petites fleurs. Quand on les regarde de près, surtout l'achillée, on a l'impression que ça a l'air d'un petit bouquet de fleurs. Et ce type de fleurs-là, ça attire beaucoup les papillons parce qu'en un seul vol, ils vont venir se poser et ils vont pouvoir récolter le nectar dans plusieurs fleurs différentes sans devoir se déplacer. Donc, avec des fleurs de ce type-là, de cette forme-là, au jardin, on peut réussir à attirer plusieurs sortes de papillons qu'on va pouvoir observer pendant les journées où il n'y a pas trop de vent, comme par exemple la belle dame ou le vulcain, ou même le papillon du céleri qui raffole des plantes d'anettes et de persil pour aller pondre ses œufs. C'est un beau papillon noir avec du jaune et du bleu sur ses ailes. Sa chenille aussi est assez belle, rayée et tachetée. Et elle est de grande taille, donc elle est impressionnante à observer. Donc, si jamais vous voyez une chenille de papillon du céleri dans votre jardin, je vous encourage à la laisser sur place, à sacrifier une petite partie de votre récolte et à l'observer grandir. C'est très intéressant. Aussi, au potager, souvent, que ce soit en bac ou en pleine terre, on va utiliser un paillis pour ne pas laisser notre sol au vent parce qu'il pourrait soit s'éroder, donc s'en aller avec le vent, et aussi l'eau va s'évaporer très rapidement si on laisse le sol à découvert. Donc, on encourage d'utiliser du paillis et pourquoi pas utiliser un paillis qui va encourager la présence de la biodiversité dans votre jardin. On peut penser à des copeaux de branches, ou par exemple à des feuilles mortes ou à de la paille qui vont créer un abri et aussi une source de nourriture pour les décomposeurs qui vont venir décomposer cette matière-là pour faire du compost qui va engraisser vos plantes. Sinon, vous pourriez aussi utiliser des plantes de type couvre-sol, comme par exemple le thym rampant ou le trèfle, qui sont des plantes qui résistent quand même bien au piétinement et qui vont attirer une foule d'insectes pollinisateurs, dont une grande variété d'abeilles, parce que oui, au Québec, on a plusieurs variétés d'abeilles. On n'a pas seulement l'abeille à miel qu'on connaît là, et qui est entretenue par les apiculteurs. On a beaucoup d'abeilles sauvages, des abeilles solitaires aussi, donc qui ne font pas de colonies et qui vont vivre leur vie d'abeilles seules. Dont des exemples sont les andrènes, les halictides, les mégachilles. Et donc, en ayant un tapis de fleurs dans votre jardin, vous allez facilement pouvoir observer plusieurs de ces abeilles sauvages-là très facilement. Les insectes ont aussi besoin d'abris et d'endroits pour pondre leurs œufs. Si vous êtes un peu du type castor bricoleur, vous pouvez vous amuser en faisant un hôtel à insectes. En gros, un hôtel à insectes, c'est une cabane avec plusieurs petites pièces dedans dans lesquelles on va mettre des matériaux différents comme de l'écorce, des branches, de la paille pour attirer une variété d'insectes qui vont venir s'y cacher et qui vont pouvoir aussi fréquenter notre jardin pendant qu'ils sont actifs. Et ils vont aussi pouvoir pondre leurs œufs à cet endroit-là. Si vous préférez ne pas construire d'hôtel à insectes, si vous n'avez pas de place ou si ça ne vous tente pas, il y a des façons très simples de créer des abris dans votre jardin. Vous pouvez laisser, par exemple, au sol des roches, des briques qui vont capter la chaleur du soleil et qui vont servir de cachette aux insectes qui vont pouvoir venir se réchauffer parce que eux, c'est pas comme nous. Nous, les humains, on produit notre propre chaleur. Les insectes doivent se réchauffer avec le soleil, avec la chaleur ambiante. Ils peuvent pas produire de chaleur. Donc, en leur donnant des cachettes comme des roches, par exemple, c'est des endroits où ils vont pouvoir venir se chauffer au soleil avant de s'envoler pour aller, par exemple, butiner. Sinon, vous pourriez aussi choisir de laisser des piles de matière morte dans un coin si vous avez la place, comme par exemple des branches ou des feuilles. C'est une excellente cachette et en plus d'être une source de nourriture pour les organismes décomposeurs. Donc, créer des abris, ça peut être très simple. Vous pouvez aussi choisir de laisser des zones de votre jardin dénudées, donc un petit endroit où il n'y aurait pas de couvre-sol, pas de gazon, donc de la terre qui est laissée à découvert. Et ça, dans le fond, c'est dans le but d'attirer certaines petites abeilles qui sont des abeilles qui vont faire leur nid dans le sol, comme par exemple les andrènes ou les halictides. Et ces abeilles-là, il ne faut pas s'inquiéter, ça ne fera pas une colonie là, comme les guêpes qu'on voit avec le nid en papier. C'est des abeilles qu'on dit solitaires, donc elles vont creuser leurs trous, pondre leurs œufs, laisser des réserves de nourriture à chaque œuf, et une fois que le travail est fait, elles referment le trou et elles partent, elles laissent le nid derrière, et les abeilles vont rester là jusqu'à l'année prochaine, souvent, pour ressortir au printemps.
Et ça peut être vraiment très intéressant de regarder l'abeille creuser son trou, rapporter du matériel à son nid pendant l'été. Donc, ça peut être quelque chose qui peut être à la fois utile et intéressant à observer à la maison. Sinon, lorsque vous allez fermer votre jardin à la fin de l'été, à l'automne dans le fond, vous pouvez aussi ne pas arracher les plantes qui sont dedans. Vous pouvez les rabattre un peu si ça vous dérange de les voir, mais vous pouvez laisser vos annuelles en place parce qu'ils vont, avec leurs racines, premièrement, retenir le sol, comme qui ne s'envolera pas au vent, et aussi, ils vont créer des abris pour les insectes pendant l'hiver. Vous pouvez aussi conserver les feuilles mortes au sol qui servent de cachette à plusieurs papillons qui hivernent sous forme de chenilles ou de chrysalides dans les feuilles mortes. Et donc, en plus d'isoler vos plantes et de retenir la neige pour bien les protéger, vous créez comme ça un abri. Et au printemps, lorsque tout va dégeler, la matière va commencer à se faire décomposer et ça va vous créer du compost gratuitement dans votre jardin. Finalement, ça a l'air un peu étrange, mais prévoir un point d'eau, surtout l'été, ça peut être une bonne façon aussi de donner un coup de pouce aux insectes. Parce que comme nous, les insectes, les arthropodes ont soif et ont besoin de boire de l'eau. Pendant les canicules, les périodes où il n'y a pas beaucoup de pluie, souvent ça va être plus difficile de trouver de l'eau. Donc vous pouvez facilement créer un abreuvoir à insectes en utilisant une petite soucoupe dans laquelle vous déposez des billes et que vous remplissez d'eau. Comme ça, l'insecte va pouvoir se poser sans tomber dans l'eau et s'abreuver pour repartir butiner ensuite. Donc c'est très simple. Donc maintenant qu'on a vu des trucs pour attirer les insectes et les arthropodes et les conserver dans notre jardin, parlons un peu d'animaux plus gros, les oiseaux. Les oiseaux, on les connaît bien, ils ont un bec, des plumes, des ailes, sont faciles à reconnaître, on adore les observer, on adore les entendre chanter et on peut facilement les attirer à la maison, que ce soit sur notre balcon, dans des bacs ou sur notre terrain, et ce sans utiliser de mangeoire. En fait, l'utilisation d'une mangeoire, surtout l'été, est vraiment déconseillée parce qu'on veut que les oiseaux gardent l'habitude d'aller chercher leur nourriture et qu'ils ne soient pas dépendants d'une mangeoire qui va venir les nourrir. Donc, à la maison, en ajoutant certains végétaux dans nos aménagements, dans notre terrain, sur notre jardin, ça peut nous permettre d'attirer des oiseaux. On peut attirer, premièrement, un groupe d'oiseaux qui s'appelle des oiseaux granivores. Donc, ce sont des oiseaux qui vont venir picorer les graines des plantes pour se nourrir. Les plus connus sont le chardonneret et la mésange, mais il y en a une foule d'autres que vous allez pouvoir attirer à la maison avec seulement quelques plantes que vous pouvez ajouter. La plus connue des plantes qui produit des graines comestibles pour les oiseaux, c'est le tournesol, le gros soleil avec le centre plein de graines qui fait la joie aussi des écureuils à l'automne. Mais il y a d'autres fleurs comme les titonias, les échinacées par exemple, le cosmos, les héliopsis, plusieurs sortes de graminées aussi qui vont produire des graines dont les oiseaux peuvent se nourrir. Et donc, de les ajouter dans notre jardin va nous permettre d'attirer cette famille d'oiseaux granivores-là. Et par contre, il faut garder en tête que pour que les graines mûrissent, pour que les oiseaux puissent venir les manger, il faut qu'elles sèchent sur la plante. Donc, ça va être d'éviter de couper les fleurs fanées si on veut qu'elles produisent la nourriture, dans le fond, pour les oiseaux. Si ça vous dérange de voir des fleurs fanées, vous pouvez en couper seulement une partie puis en laisser quelques-unes pour les oiseaux. Ça pourrait être une façon là, de faire un peu la part des choses. Donc, vos plants, vous les trouvez beaux quand vous les regardez, mais il y a aussi de la nourriture pour les oiseaux. Il y a un autre groupe d'oiseaux qu'on appelle les oiseaux frugivores. Donc, c'est des oiseaux qui préfèrent les fruits. C'est le cas, par exemple, du jaseur, qu'on voit souvent à l'hiver, à la fin de l'hiver, dans les pommetiers, en train de grignoter les fruits qui ont passé l'hiver à l'intérieur. Donc, de cultiver des arbres et des arbustes qui produisent des fruits, c'est aussi une bonne façon d'aider les oiseaux et de les attirer au jardin. Vous pouvez choisir, par exemple, de cultiver dans votre potager des plantes qui sont comestibles et pour les oiseaux et pour les humains, comme par exemple les bleuets, les fraises, les amélanches ou l'aronie, qui sont toutes des plantes qui produisent des fruits et qui vont attirer les oiseaux. C'est certain que si vous désirez attirer les oiseaux avec des arbustes ou des arbres fruitiers, il faut vous attendre à devoir partager avec eux vos récoltes. Mais vous pourriez, par exemple, choisir, si vous ne voulez pas que toute votre récolte se fasse dévorer, de couvrir une partie de vos plants de bleuets, par exemple, d'un filet pour éviter que les oiseaux viennent les manger et de laisser seulement quelques plants à découvert pour les oiseaux.
Donc, ça serait une bonne façon d'attirer ces oiseaux frugivores comme le jaseur, l'oriole ou le merle d'Amérique, par exemple. Les oiseaux aiment aussi beaucoup pouvoir se percher pour observer avant de venir se poser, par exemple, pour se nourrir. Donc, si vous avez la chance de leur offrir des perchoirs avec des arbres qui ont des branches de différentes hauteurs, c'est quelque chose qui va aussi leur donner un petit coup de pouce puis vous permettre de les attirer à la maison. Il faut aussi faire attention à la cohabitation avec le chien ou le chat, parce qu'un oiseau, ça peut devenir une proie facile pour un animal de compagnie et il ne faudrait pas que votre animal fasse fuir tout le temps les oiseaux et qu'il perde l'habitude de venir chez vous ou qu'il blesse un oiseau dans votre cour. Vous pourriez aussi installer, comme pour les insectes, un point d'eau dans votre cour pour que les oiseaux viennent s'abreuver. Donc, l'important, c'est de le garder propre et de bien l'entretenir et qu'il y ait toujours de l'eau à l'intérieur pour que quand les oiseaux viennent s'abreuver, il y ait quelque chose sous le bec. En ville, il y a la biodiversité des animaux, on en a parlé un peu, mais il y a aussi toute une biodiversité végétale qui est inclue. Et il y a beaucoup de plantes qu'on dit spontanées, donc des plantes qui poussent toutes seules en ville sans que personne les cultive. Et ce sont des plantes qui ont quand même un rôle important à jouer. On peut penser par exemple au plantain qu'on voit souvent dans les craques de trottoir. Bien, le plantain fait des fleurs et les graines de ces fleurs-là sont comestibles pour les oiseaux. Il y a aussi le pissenlit, qui a été longtemps arraché parce qu'on le considère comme une mauvaise herbe. Bien, le pissenlit, c'est une plante mellifère, donc qui va attirer les insectes et qui est une source de nourriture importante là, au début de l'été pour nos pollinisateurs. Donc, de reconnaître ces plantes-là et de les entretenir, ça peut être une façon simple aussi de donner un coup de pouce à la biodiversité en ville. Il y a aussi certaines plantes qui sont très importantes pour le papillon monarque, c'est la plante d'Asclépiade. Souvent, on la voit le long des clôtures, dans les terrains en friche, et c'est une belle plante qui fait des fleurs roses, et c'est la seule plante que les chenilles de monarque vont manger. Donc, pas d'Asclépiade, pas de papillon monarque. Donc, de la laisser pousser, de la tolérer dans nos aménagements, que ce soit dans notre carré d'arbres ou autour de notre clôture, c'est une bonne façon de donner un coup de pouce à ce papillon-là. Ce sont là seulement quelques exemples de plantes qui poussent spontanément en ville. Il y en a vraiment beaucoup d'autres, puis je vous encourage, lorsque vous sortez, à tenter de les identifier en prenant des photos, en faisant des recherches sur Internet ou en utilisant des applications. Lors de votre prochaine sortie, prenez le temps de vous arrêter puis de regarder ce qu'il y a autour de vous. Je suis certaine que vous allez voir des nouvelles espèces que vous aviez jamais vues avant, parce qu'il suffit d'être un peu sensible à la présence de toute cette belle diversité vivante-là en ville pour que tout d'un coup, elle nous apparaisse et qu'on puisse l'observer. J'espère aussi que je vous ai donné le goût de jardiner pour la biodiversité, d'avoir un jardin biodiversifié qui va attirer une foule d'animaux chez vous pour leur donner un petit coup de pouce pour qu'ils continuent à jouer leur rôle dans notre écosystème urbain. J'espère aussi que vous avez apprécié la capsule. Pour une foule d'autres capsules sur d'autres sujets, n'hésitez pas à visiter le site d'Espace pour la vie à espacepourlavie.ca. Sur ce, je vous dis merci puis je vous souhaite bon jardinage!